Bienvenue à tous et à toutes. Donc merci à vous d'être là ce matin. Je suis ravie de vous accueillir avec Mixity pour ce petit déjeuner retour d'expérience sur les engagements de nos deux invités. Que je vais vous présenter juste après, qui vont se présenter d'ailleurs. Merci Manel de nous accueillir chez Bain aujourd'hui pour cet événement. Et donc, notre ambition ce matin, c'est évidemment de vous partager des bonnes pratiques, des engagements, des actions qui peuvent vous inspirer sur les questions de diversité et d'inclusion. Donc n'hésitez pas aussi à intervenir, à interagir. On va partager plein de choses, mais c'est l'occasion aussi pour vous de poser des questions. On va commencer cette session. D'abord, je vais te demander, Manel, de te présenter, de nous présenter Bain et de nous dire en quoi la diversité et l'inclusion, c'est un engagement pour Bain, mais aussi personnellement pour toi. Merci Sandrine. Donc, désolé, c'est pas ma voix, mais on va faire du mieux que je pourrais. Merci à toi. Bienvenue à tous chez Bain. On est très heureux de vous accueillir ici. Euh, donc déjà qui je suis. Donc, je m'appelle Manel, je suis un associé au bureau de Paris chez Bain. Je travaille dans les secteurs de la grande consommation et de la pharma. Où je développe mon activité de conseil essentiellement dans deux sujets, la croissance de marque et la transformation. L'engagement, alors Ebain, bien sûr, c'est un cabinet de conseil en stratégie et management, l'un des trois grands en stratégie et management, présent dans 50 pays. Voilà, je ne fais pas le topo. L'engagement D&I, donc déjà le mien. Je suis membre de la communauté LGBT. Et je suis né en 78, ce qui fait que j'ai vécu au début de ma carrière des moments qui n'étaient pas toujours évidents. Et même si j'ai jamais eu de problème vraiment sérieux, je me suis beaucoup posé de questions. À beaucoup de moments de ma carrière, à quel point on peut être soi-même, à quel point on peut parler, est-ce qu'il faut le faire dès la première occasion, est-ce qu'il faut attendre? Et tout ça, ça entraîne des circuits mentaux qui se mettent petit à petit en place. C'est pernicieux, on s'en rend pas compte. Et arrive un moment où on se pose la question si on est légitime, si on est bien dans l'entreprise dans laquelle on est. Et donc voilà, ça faisait un peu de travail. Euh, Au niveau personnel, avec ma famille, c'était très compliqué aussi à ce moment-là. Et donc, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé. Il y a eu une prise de conscience où je me suis dit que ça n'allait pas le faire si j'arrivais pas à davantage pouvoir être moi-même. Et donc, j'ai commencé à en parler plus ouvertement et par ça, je veux dire plus rapidement. Parce qu'en général, j'étais assez out quand je connaissais les gens. C'est facile, hein. Une fois que vous connaissez les gens, bon, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est le faire au début et c'est ça le vrai engagement. Et donc, est venu un mariage, est venue la naissance d'enfants. Et là, bon, avec une alliance, pour le coup, ça passe plus, hein, parce que quand on vous demande et comment s'appelle ta femme et qu'on répond elle s'appelle Thomas, pour le coup, je trouvais que c'était pour le coup agressif comme façon de faire. Et donc du coup, c'est là que j'ai décidé d'être complètement out par moi-même et avant que les choses n'arrivent. Et donc cet engagement s'est transformé dans un engagement donc d'abord personnel, puis professionnel. J'ai pris des rôles de responsabilité dans le D&I dans mon ancienne entreprise. Et quand je suis venu chez Bain, ça m'a amené à être le responsable D&I du bureau. Voilà, donc un engagement que je pense pour le coup sincère. Et donc chez Bain, c'est un engagement important. Peut-être vous ne le savez pas, mais dans l'industrie de conseil, on a un turnover très important. Tous les ans, on renouvelle une partie vraiment, vraiment significative de nos effectifs, ce qui fait que la rétention des talents est un élément très important. Et elle l'est depuis très longtemps, avant que le D&I devienne un sujet, alors c'est pas péjoratif, mais un sujet un peu à la mode aujourd'hui. Et donc l'engagement de Bain est de très longue date. Et depuis les 4 dernières années, on a transformé ça dans un engagement D&I. On a mis les lettres pour en fait le rendre plus visible. Mais voilà, c'est un engagement très important pour nous.
Merci Manel, on va parler de tout ça juste après et vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et merci pour ton partage. C'est important de savoir aussi comment on vient à la diversité et à l'inclusion personnellement, pourquoi on décide de s'engager sur ces sujets. Donc maintenant, je vais passer la parole à Yves. Yves qui est directeur général de Baker McKenzie. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui, Yves aussi, pour témoigner et partager les engagements du cabinet, d'un des grands cabinets d'avocats avec qui nous collaborons aussi avec Mixity. Et Yves, même question. Est-ce que tu peux nous présenter Baker McKenzie assez rapidement, nous parler rapidement des engagements du cabinet et puis nous parler de tes engagements personnels parce que je sais, j'ai assisté aussi à plusieurs reprises à vos comités d'E&I chez Baker McKenzie où vous invitez aussi des partenaires de votre écosystème, des clients, etc., pour vraiment aussi démontrer ces engagements et échanger sur ces questions de diversité et inclusion. Donc c'est intéressant aussi voilà, d'avoir cette première présentation, même si on rentrera dans le détail de vos engagements un petit peu après. Bonjour à tous, merci Manel de nous accueillir, merci Sandrine. D'abord un mot rapide sur Baker McKenzie. Donc, nous sommes un cabinet d'avocats opérant dans les principaux domaines du droit des affaires. Nous sommes à Paris 300, 12 000 dans le monde, dans 45 pays et 74 bureaux. Juste aussi à Paris, 300 personnes, 45% d'associés femmes. Et une managing partner femme, bien avant Christine Lagarde, qui est probablement la femme la plus connue, iconique de Baker McKenzie, mais elle n'a pas été la première managing partner femme à Paris, c'était une autre femme dans les années 70 qui s'appelait Monique Nyon. Moi, pourquoi je suis impliqué personnellement dans le D&I, j'ai envie de te dire, Sandrine, c'est parce que j'y crois. Mais je ne suis pas tombé dedans tout petit. Et j'y crois, et je ne suis pas tombé dedans tout petit. Et mon intérêt, c'était de faire progresser et d'être dans l'action, en fait, d'aller bien au-delà du discours, de la communication, de la mode, pour être dans une action de progrès continu. Et ma porte d'entrée à moi, dans un cabinet d'avocats d'affaires, ça a été la mobilité socio-économique. C'est un sujet qui, tout à l'heure, je pense que Sandrine montrera un slide d'un article du Monde, qui est l'explication même de la manière par laquelle je suis entré sur le sujet. Sur les cabinets de conseil et les grandes écoles où on retrouve que des clones. Alors, c'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas nier les efforts qui sont faits depuis très longtemps en fait, pour multiplier en fait, les sources de recrutement. Mais moi, dans un cabinet d'avocats d'affaires élitiste, on ne peut pas ne pas se poser la question. Et donc ça fait 8 ans que je suis chez Baker, mais il y a à peu près 6 ans, j'ai commencé à tanner, il n'y a pas d'autre mot, hein, tanner notre DRH pour qu'on ait vraiment une action dans ce domaine-là. Je lui disais, mais Jean-Philippe, il y a quelque chose de ne serait-ce que facile à faire, c'est de commencer par les stages. Notre DRH me disait oui, et je lui parlais de l'école de droit, Sciences Po, qui est quand même très connue pour avoir fait un travail de longue date sur ce sujet-là. Et Jean-Philippe me disait oui, mais Sciences Po, tout le monde y va. J'ai envie de faire. Il faudrait qu'on fasse quelque chose de plus, qu'on aille dans des facs dans lesquelles peu de cabinets comme les nôtres vont. Et quelque part, on n'y arrivait pas pour des raisons X, Y, Z. Donc on a commencé par agir sur les stages, et ensuite je vous raconterai en fait ce qu'on a fini par faire. Mais la question que j'ai changée avant le petit déjeuner, pourquoi en fait, pourquoi aussi la mobilité socio-économique? Parce que chez Baker, le sujet homme-femme, il est déjà bien établi. Enfin, je vous dis 45%, quand on a une communauté d'associés de 45%, ça ne veut pas dire que le job est fait, parce que on y reviendra tout à l'heure, c'est un travail de tous les jours pour
pour continuer à avancer. Donc dans ce domaine-là, il fallait plus gérer. Dans le domaine LGBT, le domaine de la diversité culturelle, on considérait quelque part chez Baker que que la diversité fait partie de l'ADN de Baker, ce qui ne se définit pas comme un cabinet américain, mais comme un cabinet international. Et on considérait vraiment que le bureau était vraiment un safe space. Et je pense que c'est vécu comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé par la mobilité socio-économique, mais on y reviendra parce que sur le sujet justement LGBT, finalement c'est pas tout à fait une conséquence de notre travail avec Mixity, mais ça nous a amené, alors qu'on a une communauté LGBT, une animation LGBT très forte au niveau de la firme, très présente, qui communique beaucoup, on n'avait rien organisé à Paris. Et on l'a fait il y a 3 mois, et à l'occasion d'échanges, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc voilà pourquoi pourquoi je suis impliqué, et en essayant d'être impliqué sur l'ensemble des piliers en fait, qui sont chers à Mixity, de la diversité. Merci Yves, quel teasing. Bon, j'imagine que vous avez hâte d'en savoir plus et de rentrer dans le concret. Je vais quand même vous présenter rapidement Mixity, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore. Très bien. Donc Mixity, on accompagne les entreprises, les organisations, les écoles aussi aujourd'hui, parce qu'elles viennent beaucoup nous consulter pour travailler sur ces questions, sur la mesure, le pilotage et la promotion de la diversité et de l'inclusion. Donc évidemment, notre ADN, c'est de mesurer la diversité et l'inclusion, d'avoir des éléments factuels, des données qui permettent de comprendre ce qu'on fait, quelle est notre cartographie de la diversité et de l'inclusion, en ayant une vision 360, donc globale de tous les sujets, pour bien comprendre ces différents enjeux, parce que l'inclusion, c'est pour tout le monde, pour tous les publics. Et on est tous une diversité. Donc voilà, c'est des sujets qui concernent beaucoup de monde, et on va en parler aussi après. Et puis on a aussi un ensemble de programmes de formation, d'accompagnement, de déploiement aux stratégies pour vraiment structurer et avoir de la méthode pour avoir des politiques efficaces et dont on peut démontrer les résultats et la performance au fil du temps. Donc voilà, c'est vraiment notre positionnement. Et donc, on accompagne différentes entreprises de toute taille dans tout secteur. Et on est ravis aussi d'accompagner Bain et Baker McKenzie sur ces enjeux. Alors, on en parlait tout à l'heure par rapport à la diversité et l'inclusion. Je voulais quand même, avant de vous redonner la parole, Manel et Yves, vous redonner quelques éléments rapides de constat sur justement les chiffres, puisque les chiffres continuent de parler et nous donner aussi un peu de prise de hauteur par rapport à tous ces sujets. Quelques chiffres, alors on aurait beaucoup à dire, mais l'idée c'est aussi de donner la parole au maximum à nos intervenants. Il y a quelques éléments que j'aimerais vous partager sur la diversité et l'inclusion dans le secteur du conseil. Alors même si ça progresse beaucoup et que là on a autour de la table des acteurs qui sont très engagés, qui sont leaders et qui sont moteurs sur les questions d'égalité professionnelle femmes-hommes, aussi de parité dans les instances de gouvernance et puis dans les postes clés des organisations, c'est pas forcément encore un sujet où il n'y a rien à faire. Les chiffres le montrent. On a 17% en 2022 de femmes qui sont à des postes de partenaires dans les cabinets de conseil de plus de 10 associés. Donc, il y a encore voilà, des choses qui peuvent progresser. Donc ça, c'est une étude de consultants. Donc, il y a peut-être d'autres études aussi qui montrent d'autres données. Mais quand même, on est sur des enjeux où on a encore des actions à mener. Alors, un petit clin d'œil à EY qui vient de nommer la première femme au monde PDG donc au sein du groupe. Elle prendra ses fonctions en juillet 2024 et c'est aussi un signal fort pour montrer, donner encore une fois une exemplarité, aussi un modèle sur le fait qu'on peut aussi avoir des femmes qui sont nommées à des postes clés. Donc ça, c'est une belle information aussi à vous partager aujourd'hui pour montrer que ça progresse. Et on a parlé de la mobilité sociale. On a 19% aujourd'hui des élèves
d'élèves boursiers dans les grandes écoles, notamment sur les programmes PGE. Ça progresse, les entreprises s'en emparent et encore une fois, on échange beaucoup avec elles et avec les écoles s'en emparent, pardon. On échange beaucoup avec les écoles, les entreprises pour essayer aussi de construire un peu ce cercle vertueux pour aller chercher davantage de talents partout, parce que des talents, il y en a partout. On ouvre davantage aussi à un vivier d'étudiants, de candidats qui vont pouvoir demain rejoindre ces grandes écoles. Mais ça reste encore effectivement peu d'étudiants qui sont boursiers dans les grandes écoles. Et on sait que les cabinets conseils, notamment dans les postes de consultants et autres, sont plutôt recrutés ou viennent plutôt des grandes écoles. Donc, c'est bien aussi de s'engager sur ces questions. Après, deux chiffres qui sont plus génériques, qui concernent tous les secteurs et pas seulement ceux du conseil. On a, et ça c'est une étude de Deloitte, donc Manon est dans la salle, et donc qui dit que 57% des 18-34 ans estiment que leur entreprise devrait accroître la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail. Donc c'est quand même une attente assez forte et il y a vraiment une demande de vraiment s'engager, de démontrer aussi factuellement ces engagements au-delà de déclarations ou de grandes politiques déployées où on ne se sent pas forcément directement associé. Et puis, 30% des employés qui se sentent pleinement inclus dans leur travail. Donc ça, c'est une étude Bain que j'ai trouvée très intéressante parce que c'était vraiment sur le ressenti de l'inclusion, qu'est-ce qui permet de ressentir la diversité et l'inclusion quand on est voilà, concerné. Et c'est vrai que finalement, il y a encore du travail puisque c'est moins d'une personne sur trois qui aujourd'hui estime se sentir inclus. Alors ça, c'est une étude internationale menée sur plus de 1000 entreprises. Donc voilà, il y a des choses très intéressantes dans cette étude. Et on en parlait, ce fameux article du Monde, mais il y en a d'autres. J'ai sorti effectivement celui-là parce que c'est celui qui a davantage marqué les esprits avec ce visuel et cette approche qui résume un petit peu l'image qu'on peut se faire, même si les entreprises du secteur du conseil sont engagées sur ces questions, mènent des actions, travaillent sur ces enjeux. Il y a quand même une image qui reste là et qui fait qu'on se dit qu'effectivement, pour travailler dans les cabinets de conseil, il faut avoir tel profil, tel parcours, avec cette approche d'armée de clones voilà, qui a été mise en avant dans cet article du Monde. Ce qui a permis aussi effectivement d'identifier des sujets, notamment sur la mobilité sociale, mais aussi d'avoir des acteurs qui ont encore davantage renforcé leurs actions, qui se sont engagés à travailler davantage sur ces questions. Ce pas des sujets qui sont simples ou des sujets où on a une baguette magique et on peut très vite tout régler, mais en menant des actions dans le temps et en étant authentique et engagé sur ces questions, ça prend du temps, c'est de l'énergie, mais ça permet quand même petit à petit de générer cette diversité sociale qu'on souhaite aussi voir se déployer davantage dans le secteur du conseil. Et puis, ce petit visuel complémentaire, mais je ne vais pas m'attarder, sur effectivement l'immobilisme social, qui est un sujet sociétal aussi en France, et avec cette notion qui montre que, évidemment, selon notre cercle familial, on a plus ou moins de possibilités aussi de se projeter dans certaines études et certains cursus. Donc, c'est aussi encore une fois, là, un travail de fond à faire où tout le monde est concerné. Les entreprises ont un rôle à jouer aussi pour faire bouger les mentalités et pour permettre à chacun, chacune de se projeter sur une égalité d'opportunités, on va dire déjà. Et puis un dernier point et vous le savez, je pense que vous êtes tous concernés aussi par ces questions. On est passé d'un marché de l'emploi à un marché de candidats. Ça a changé aussi les équilibres, puisqu'on a aussi de plus en plus d'entreprises, d'organisations qui peinent à recruter. 52% des entreprises disent qu'elles ont des difficultés de recrutement. Donc c'est un sujet aussi de travailler sa marque employeur et la diversité et l'inclusion. Alors ce n'est pas un effet de mode et nous on ne le souhaite pas. Évidemment, c'est des enjeux qu'on porte avec passion et engagement. Ceci dit, c'est aussi, on nous parle souvent de contraintes, de risques autour de ces sujets. Nous, on est très
positif sur la question. Évidemment, les risques et les contraintes, on les connaît et on alerte nos partenaires, nos clients sur ces questions. Mais on est aussi très moteur d'opportunités sur ces questions-là, puisque finalement, la diversité et l'inclusion, ça réunit tout le monde. Et on va en reparler aussi juste après. C'est des enjeux qui permettent de... Enfin, si on est authentique et qu'on peut prouver, démontrer ses actions et ses engagements, ça permet de faire une différence, d'avoir un avantage compétitif aussi dans la marque employeur, dans le recrutement et dans la performance économique de l'entreprise, évidemment. Vous connaissez toutes les études en la matière. Et puis la génération Z pour terminer, donc toutes les personnes qui sont nées à partir de 2000, qui sont de plus en plus aussi dans l'attente de cette notion de quête de sens, mais aussi d'engagement. Et la diversité et l'inclusion, quand on se sent inclus, on s'engage davantage. Et cette notion d'engagement peut vraiment se travailler et être connectée à toutes ces politiques qui sont menées en faveur de l'inclusion. Pour vraiment aussi avoir l'engagement de ces équipes, même si ça ne concerne pas que les jeunes. Je vais passer la parole maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet parce que on a très envie de vous entendre, Manel et Yves. Alors, on a parlé de ces chiffres clés, Manel, des études. Vous publiez beaucoup d'études aussi mondiales sur la diversité et l'inclusion, sur l'importance des politiques engagées pour contribuer à cette performance économique, performance RH. Et donc, comment toi tu vois cette notion de diversité et inclusion? Tu as parlé de l'effet de mode un petit peu, mais voilà, comment tu décryptes un peu tout ce qu'on vient de partager avant et comment vous y répondez avec Bain? Oui, alors déjà, effectivement, quand je disais effet de mode, je voulais pas que ce soit péjoratif, hein, puisque quelque part, le positif que ça amène, c'est que tout le monde en parle et on s'engage et on s'empare du sujet. Je voulais juste faire le point par rapport à un vrai engagement sincère versus à un effet purement de communication. On commence à parler de pink washing, bientôt on parlera de handicap washing, de social mobility washing, etc. Et c'est surtout là où je voudrais pas qu'on tombe. Alors, oui, Bain publie depuis un certain nombre d'années un certain nombre d'articles. En fait, on publie un rapport annuel sur le D&I dans le monde, qui a deux aspects. Un aspect survey, où on essaie d'identifier des trends, on essaie d'identifier quels sont les sujets qui préoccupent le plus, aussi bien nos clients que les gens qui ne sont pas nos clients, donc que la population, on va dire, en général. Et on essaie aussi d'y apporter nos idées. On le fait dans un but d'abord interne, c'est pour nous cultiver nous-mêmes, pour savoir nous-mêmes ce qu'il faut faire. Et après, donc on n'a pas une practice D&I très développée, c'est-à-dire notre business dans le D&I est faible. On souhaiterait en faire plus, par conviction, mais c'est un business tout à fait petit chez nous. Donc ce rapport n'est pas là pour essayer d'augmenter nos revenus, puisque c'est là où j'aurais un peu la crainte qu'on tombe dans l'aspect on dit ce qu'il faut dire pour avoir des clients versus on dit ce qu'il faut dire parce qu'on le croit. Donc, tout d'abord ça. Donc, ces rapports qu'on publie sont vraiment une contribution pour la société. Ça fait partie de nos efforts qu'on appelle de social impact, où on essaie de contribuer effectivement à un impact positif au niveau de la société. Comment nous voyons le D&I chez Bain? Et on fait une distinction très grande entre le D et le I. Le D, c'est ce qui distingue les personnes, ce qui font qu'elles sont différentes. Aujourd'hui, chez Bain, on suit 9 critères au niveau monde, 5 au niveau Paris, puisque chaque pays a le droit, chaque bureau dans chaque pays a le droit d'identifier quels sont les sujets propres à leur culture, à ce qui se passe. Donc à Paris, nous suivons la diversité de genre, la diversité d'origine, d'orientation sexuelle, origine sociale, origine culturelle et handicap. Il y a d'autres sujets aux États-Unis, la communauté latine, la communauté des vétérans, la communauté des parents, qu'en France on n'a pas encore enclenché, peut-être qu'on le fera, mais voilà. Donc 9 sujets. Certains rapports, autres, disent qu'il y a 14 sujets éventuels de diversité. Et en fait, tout ça, où c'est que j'en viens? C'est que finalement, si on rajoutait tous les sujets de diversité qu'on pouvait, je pense que personne ne pourrait dire qu'il n'appartient pas à un sujet de diversité.
Et c'est là qu'intervient le I. Parce que le I, on a tendance à le voir comme le I vis-à-vis de ces populations un peu marquées. Il faut inclure les femmes, il faut inclure les homos. Allez, on va parler, on est entre nous, même si on est filmé. Mais c'est là où nous, on s'inscrit très en faux là-dessus, c'est-à-dire que l'inclusion, et je ne tombe pas dans le wokisme, mais l'inclusion doit inclure tout le monde. Parce que tout le monde, à un moment donné, peut être dans une de ces poches de diversité. Et parce qu'en fait, on veut que tout le monde, quelque part, puisse se sentir dans la diversité pour être inclusif. Sincèrement, on n'est pas inclusif. Enfin, moi, je ne le pense pas. On n'est pas inclusif parce que l'homme de Cro-Magnon a survécu parce qu'il ne l'était pas. Nos biais inconscients nous ont permis de survivre. Or, le bien inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que dès que vous voyez quelque chose qui a des dents un peu acérées, vous commencez à courir. Donc, chaque fois qu'on va voir quelqu'un qui est différent de nous, notre instinct primaire, c'est de nous en éloigner. Parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et donc ça, c'est des millions d'années d'évolution qui ont mis ça dans nos cerveaux. Donc, l'humain, par définition, n'est pas inclusif. Et donc, il faut l'amener à l'être. Et pour ça, il faut essayer de le convaincre du pourquoi il faut l'être, quel est l'avantage pour la société, mais aussi individuellement, puisque, pareil, il y a une limite, parfois, à convaincre si on n'a pas un bénéfice pour soi. Donc, c'est l'ensemble des choses qu'on fait au bureau. C'est s'assurer que les gens de la diversité ont un environnement, comme tu le disais, Yves, très bien, safe, où se développer, mais s'assurer que les gens qui peut-être ne se sont pas encore rendus compte que le sujet aussi est important pour eux, sentent en quoi c'est important de le faire, et pour eux, et aussi, enfin, et pour les autres, et aussi pour soi. Donc c'est un petit peu la façon dont on voit le D&I chez Bain. Et donc, bien entendu, cet article sur Le Monde nous a fait, nous a fait fortement réagir. On s'est posé de questions. Et d'ailleurs, à l'époque, on travaillait avec vous. On était en plein dans les formations qu'on faisait au niveau des partenaires, je vous en parlerai plus tard. Et donc, on a eu un sacré débat à cette conversation. Il y a tout d'abord une réaction de rejet. On ne se reconnaît pas dans cette image. Après, quand on commence à creuser, on se dit, ouais, peut-être que l'image était très dure, mais peut-être que le fond n'est pas si loin, finalement, de la réalité. Et donc là, ça vous fait réfléchir. Donc, nous avions commencé un peu avant cet article à ouvrir nos canaux de recrutement. Parce que le fait, c'est que, bon, comme pour les avocats, pour les consultants, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui forment à être consultant. Ça n'existe pas, hein, les cursus pour être consultant dans les universités françaises. Ça n'existe pas. Et donc, du coup, on se retrouve à recruter parmi un nombre petit d'écoles qui entretient cet effet de clone. Et comme ces écoles elles-mêmes ont un défaut de diversité, et nous travaillons d'ailleurs avec elles, et nous travaillons avec vous, avec elles, pour y arriver, ben, l'effet se traduit chez nous. Bon, ben, on a commencé à ouvrir notre pool de recrutement. Nous recrutons maintenant hors CV. Donc, on ne regarde plus les CV des candidats. Les personnes qui font passer les entretiens n'ont pas accès au CV. Et donc, on commence comme ça à essayer d'ouvrir nos pools. Et on voit que finalement, ça marche, que finalement, des gens qui n'ont pas fait des formations dites, qui préparent à venir chez nous, arrivent à rentrer. Bon, c'est un des exemples, on en parlera plus tard sur d'autres. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous donner comme notre vision du D&I. Merci Manel. Yves, donc vous, évidemment, vous avez aussi, vous êtes engagé dans cette démarche de mesurer, de regarder un petit peu où vous en êtes sur ces questions. Et ce que j'ai bien aimé quand on a préparé cette session-là, c'était qu'il y avait cette surprise générale qui est apparue quand vous avez découvert les résultats de votre évaluation. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots par rapport justement à comment vous avez évidemment ces engagements forts portés chez Baker McKenzie, mais qu'est-ce qui vous a surpris le plus en travaillant sur cette évaluation Mixity? Alors, je vais revenir d'abord très brièvement sur les enjeux, parce que effectivement, on voit bien cette sensibilité à exigence accrue à la fois des clients, mais des équipes. Et donc là, c'est clair. Ça nous oblige à agir. Le besoin d'authenticité, il est clé. Sans authenticité, je pense que
c'est pas la peine, c'est même pas la peine enfin, moi, j'imagine même pas, en fait, faire des choses qui ne le soient pas authentiques. Le challenge de passer de D à I, clairement, enfin, nous, on a coutume de dire D, c'est être invité à la soirée, I, c'est être invité à danser. Et c'est la vraie différence. C'est vraiment... Manel a raison. Enfin, finalement, on est tous une diversité. Et en fait, c'est comment on fait vivre cette diversité qui est important. Et on doit aussi maintenir l'élan et élargir l'action. Maintenant, pour répondre directement à ta question, Sandrine, je vais citer une anecdote. On travaille, on a lancé notre empreinte Mixity fin 2022. Oui, début 2023, avant d'avoir les résultats, on poste sur LinkedIn une photo de nos stagiaires. Et comme on le fait à chaque fois, on a 2 cohortes de stagiaires par an, on poste la photo, et ces photos-là sont généralement montrent une diversité assez visible. Et là, c'était pas le cas. Et moi, au moment où on a posté, je me suis fait la réflexion tout de suite. C'est étonnant, on n'a pas la même diversité visible que d'habitude, quoi. Et ça ne manque pas. Enfin, je pense dans la journée, hein, après qu'on ait posté, il y a un commentaire. Belle diversité dans les cabinets d'avocats, mort de rire. Et on n'avait pas donc les résultats Mixity, mais on avait déjà les éléments de réponse. Et puis on s'est dit non, on va pas répondre. On va pas répondre parce que c'est pas la peine de rentrer dans le débat, le débat qui en fait sur le visible et l'invisible. Et 1 mois après, 2 mois après, on a nos résultats Mixity avec effectivement une vraie surprise, mais aussi une révélation. 37% de nos avocats, 32% de l'ensemble du cabinet, 37% des avocats à Paris nous disent, ont répondu « J'ai le sentiment d'appartenir à une minorité ». 37%. Et ça, franchement, on ne l'attendait pas du tout. Après, c'était pas, il n'y avait pas moyen de. En fait, la question était très bien posée parce que c'est j'ai le sentiment d'appartenir à une minorité, oui, non. Si oui, laquelle? Une liste en dessous et finalement avec je sais plus 5 ou 6 catégories et une réponse autre à laquelle personne n'a répondu autre. C'était mon orientation sexuelle, mon origine sociale, mon identité religieuse et 37%. Et là, il n'y a pas une personne dans le cabinet qui n'a pas été surprise. Et ça nous a montré, ça nous montre à la fois l'importance du caractère, il y a le visible et l'invisible. Qui es-tu pour me dire que je ne suis pas divers? Enfin, qui es-tu pour me dire que je ne suis pas divers? Premièrement. Deuxièmement, quand on est dans une position d'animer une entreprise, de responsabilité, c'est prendre conscience de l'importance de la perception. Je te dis, et c'est typiquement un peu ce que Manel disait tout à l'heure, et on l'a vécu. Je prends l'exemple d'un collaborateur gay et qui nous racontait en fait. D'abord, comment il a fait son coming out auprès de ses parents, qui lui ont dit mais ah là là, mais ça c'est un suicide pour ta carrière. Et puis derrière, en fait au bureau, parce qu'il est arrivé donc au bureau quand il disait, il n'osait pas en parler. Et puis il y a l'échange de la machine à café. T'as fait quoi ce week-end? Ah bah j'étais au cinéma avec un ami. Ah bon? Non, oui, je suis allé au cinéma, mais t'es allé au cinéma, oui, avec un ami. Et puis, mais c'est quand même marrant que t'aies pas de copine. Et puis, mais t'as vu la collaboratrice qui vient d'arriver? On va te la présenter, elle est super sympa. Et il nous raconte ça. Et effectivement, c'est ce que beaucoup de collaborateurs, collaboratrices nous disent et vivent comme des micro-agressions. Enfin, c'est à un moment donné, c'est effectivement, comme Manel le dit, c'est des répétitions qui font qu'à un moment donné, on se sent moins à l'aise, moins. Et
Et si on n'est pas attentif à la perception de ce qu'on dit, eh ben, on fait complètement, on fait fausse route, quoi. Et or, comme l'exigence est accrue, le besoin de faire attention à la perception, et ça ne veut pas dire que toute parole doit être neutre, on peut, c'est pas ça le sujet, mais c'est d'être attentif et se rendre compte que la diversité, c'est visible et c'est invisible. Et qu'on doit travailler on doit prendre en compte ces deux dimensions, on doit travailler sur ces deux dimensions. Nous, on a essayé de le faire, en fait, depuis 2 ans. Donc, mais grâce à Mixity, et on y reviendra, je pense aussi que quand on a des résultats comme ça, nous, on n'a pas eu des résultats extraordinaire. En fait, on en parlait quand on a échangé avec les résultats de l'enquête. Vous savez, l'enquête Mixity, si je pense que vous connaissez tous comment ça fonctionne. Il y a une empreinte sur les politiques D&I de l'entreprise, et puis ensuite, il y a un questionnaire des membres de l'entreprise, et ça donne un index de 0 à 100. Et en fait, on peut rapprocher les deux notes pour voir s'il y a une cohérence entre les deux. Nous, on est une PME à Paris, on est 300, donc on n'est pas forcément hyper processé. Notre note, je pense, a été de 64 pour l'empreinte. Elle est de 66, elle a été supérieure pour la perception. Mais les résultats détaillés de Human ont été vraiment un catalyseur d'échange. Où on s'aperçoit, donc ça, la surprise, mais parfois d'autres surprises je reviendrai tout à l'heure, je pourrais citer sur le nombre de femmes, d'avocates au cabinet qui nous disent entendre souvent ou très souvent des propos discriminatoires sur le genre au cabinet. Ça nous a obligés à agir. Le deuxième autre exemple, je pense un vrai catalyseur d'échange et qui nous a amené notamment qui, de fil en aiguille, nous a amené à démarrer l'animation d'une communauté LGBT à Paris. Je pense que c'est suite à Mixity. C'est un catalyseur d'échange. On dit souvent qu'en matière de diversité, c'est un autre exemple qu'on peut prendre qui est le handicap, il faut parler. C'est témoigner c'est l'importance du témoignage. Il faut parler de sa diversité pour encourager les autres à en parler, à se sentir plus confortable et également à mener des actions. Merci pour ces partages. Donc effectivement, être dans l'action, c'est important aussi parce que cette démarche de mesure, le but, c'est aussi en mesurant, c'est déjà agir et après de construire aussi un certain nombre de dispositifs et d'actions. Je ne sais pas si Yves, tu veux compléter et parler de quelques actions concrètes ou précises que vous meniez déjà ou vous avez au-delà de le groupe LGBT qui s'est constitué? Alors évidemment, effectivement, mesurer, ça n'a aucun sens si c'est pas pour progresser et pour mener des actions. Je disais tout à l'heure 64, Sandrine nous a tout de suite rassurés en nous disant mais c'est un bon résultat pour un cabinet d'avocats d'affaires. Mais nous, on se comparait Voilà, on avait tendance à se comparer, on voyait des résultats, des index 90, 93 en fait. Et voilà, donc effectivement, on est parti de là. La première chose qu'on ait faite, c'est communiquer très largement sur les principaux résultats de l'étude. Communiquer sur les résultats. En fait, je vais donner juste 4 ou 5 chiffres qui étaient donc on a eu un très fort taux de réponse, on a eu plus des 2/3 du cabinet qui ont répondu, 86% des gens qui ont répondu nous ont dit mais le cabinet est engagé, très engagé sur les sujets de diversité et d'inclusion, mais plus de 60% et même des pourcentages plus élevés chez les jeunes, en fait, nous disant mais on attend que vous fassiez encore plus, et notamment en priorité sur sur l'égalité homme-femme, mais aussi sur la mobilité sociale, sur le handicap. Alors ça tombait et sur l'équilibre des temps de vie. Alors ça tombait bien parce que c'était vraiment pile poil avec notre ligne d'action.
31%, donc je disais des avocates qui disent j'entends souvent, très souvent des propos discriminatoires, même sans intention de l'être. Donc on communique. Première communication dans un partners meeting. Et puis moi je suis là, je suis comme ça, on est tous les deux, le managing partner et moi, c'est une table. Et il y avait 2 rangs et juste derrière nous, on commence à entendre, quand on parle des 31%, deux partenaires, 2 ou 3 partenaires qui disent c'est quoi ce sujet? Et là, on dit mais soyez enfin, attention, parce que c'est sur ces sujets-là, quand on voit ça, quand on entend ça, on doit avoir 0 tolérance. Donc ça permet aussi de réaffirmer des choses très fortes, mais surtout de se dire on va agir. Qu'est-ce qu'on a fait sur ce sujet-là? On s'est dit on va faire les choses un peu différemment. On va faire des sessions où on invitera tout le cabinet et où tout le monde devra participer, avec des acteurs qui vont jouer des scénettes, mais avec un scénario qui aura été complètement construit avec des avocats et des collaborateurs et des salariés du bureau. Et on a dit, on va le faire en live, on ne fera pas de replay, on fera pas de vidéo. On veut que tout le monde soit là et on va traiter en fait ces sujets de micro-agression. Alors c'est amusant d'ailleurs parce que le témoignage de ce collaborateur qui nous avait fait, nous, en fait, dans le cadre d'un comité inclusion et diversité, en fait, un autre avait dit exactement la même chose et ça c'est dans le cadre de la préparation du scénario et ça s'est retrouvé dans le scénario, mais et donc on a fait ces sessions qui ont extrêmement bien fonctionné parce que derrière elles ont aussi été des catalyseurs d'échange. Donc ça a été une action spot. On continue. Égalité homme-femme, on ne se satisfait pas des 45%. Enfin, 45%, c'était 40 l'année dernière, c'est 45 cette année. On ne s'en satisfait pas. Il y a toujours on a toujours des programmes. On a des programmes de mentorat et des programmes de coaching pour les collaboratrices seniors et pour les partenaires pour accéder à l'association. Donc ça, on continue. On se préoccupe de plus en plus en fait de l'équilibre des temps de vie et de la parentalité. Effectivement, on passe de la maternité à la parentalité. Et on a eu une demande de collaborateurs et on travaille dessus pour qu'ils mettent en place des groupes de parentalité. Et c'est quoi un groupe de parentalité? C'est des groupes d'échange de paroles. C'est des collaborateurs qui veulent se réunir et dire, voilà, pour partager leurs expériences. Donc là, c'est sur le sujet homme-femme. Sur le sujet mobilité socio-économique, j'ai oublié de dire tout à l'heure une chose, mais parce que c'est aussi le fruit de rencontres, tout ça. On avait un chairman, donc je disais il y a 6 ans, à l'époque, on avait un chairman qui était très engagé sur ces sujets-là, et lui a succédé depuis 4 ans. Le chairman de Baker McKenzie aujourd'hui, le chairman monde, Milton Cheng, est singapourien. Il est le premier de sa famille à être allé à l'université. Il est chair d'un des premiers cabinets d'avocats d'affaires au monde. Donc c'est aussi tout ça le fruit de rencontres. Et nous, finalement, on essaye de le faire par les stages. Plus jeune, on travaille avec, mais comme beaucoup de grandes écoles, avec les réseaux de grandes écoles, avec Viens voir mon taf pour les plus jeunes, pour avoir une action sur les plus jeunes. Et on a finalement, on a commencé à travailler avec l'école de droit et en attribuant des bourses à la fois d'excellence à l'école de droit. On reçoit 6 ou 7 candidats par an, c'est pas beaucoup, mais non seulement on a à cœur d'attribuer ces bourses, dont on voit qu'elles font une vraie différence pour permettre à ces étudiants de mener leur projet, mais on essaye aussi de rester en contact avec eux, avec tous les candidats. Parce que on voit ce que je disais tout à l'heure, mais moi, c'est probablement... ça dure, ça nous prend une demi-journée. Enfin, pour moi, c'est probablement la meilleure demi-journée de l'année.
ces rencontres, ces parcours qui sont partagés, mais ça nous oblige aussi. Enfin, c'est difficile de faire un choix. Et donc, en fait, le vrai choix, c'est de se dire, mais je vais rester en contact. Je vais essayer on va essayer, si on ne donne pas de bourse, on va les prendre en stage, on va les inviter au cabinet, on va leur permettre de rencontrer, de donner accès. On leur fait partager notre réseau, c'est facile. Encore faut-il qu'ils aient confiance en eux, parce que c'est aussi une question. Les codes, c'est aussi une question de confiance. Donc ça, c'est sur le sujet mobilité socio-économique. On a essayé d'élargir, c'est aussi le fruit de rencontres, au handicap. Alors en fait, pareil dans l'enquête, je pense qu'on a une diversité qui est assez... là, pour le coup, elle est représentée, mais elle est très silencieuse, entre guillemets, on en parle assez peu. Et les avocats nous disent, d'ailleurs c'est les avocats qui nous disent, parce que eux, la population plutôt jeune, ils disent, bah, là on devrait peut-être faire plus. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On a rencontré Stéphane Baller d'une association qui s'appelle Droit comme un H, qui promeut en fait qui est une association assez formidable, hein, qui essaye de faire rentrer le handicap et notamment les étudiants en droit dans les cabinets d'avocats. Et on voulait le faire l'année dernière, on l'a pas, en fait on a décalé d'un an, on commence cette année, et c'est dans quelques jours, accueillir des stagiaires on commence, je disais dans l'action, donc on commence entre guillemets petit, mais on va accueillir pendant des stagiaires pendant une journée, et puis on verra, et ensuite si on accueillera d'autres stagiaires, et on commence notre collaboration et notre soutien surtout aussi à Droit comme un H. Donc voilà un peu c'est un peu long, mais en fait les actions qu'on essaye de mettre en place, et vraiment alors là pour le coup c'est grâce à Mixity, hein, que j'ai vu moi comme un catalyseur d'échange. Merci, merci Yves. C'est très intéressant, et d'avoir aussi des cas concrets, des actions, des engagements qui permettent aussi de voilà, peut-être s'inspirer et d'avoir des bonnes pratiques en tête. C'est vraiment, vraiment super d'avoir ce type de témoignage. Manel, je me tourne vers toi avec les mêmes types de questions. Donc évidemment, vous êtes engagé aussi avec Mixity dans une démarche de mesure. Donc si tu peux nous dire pourquoi vous l'avez fait et qu'est-ce que vous en avez tiré pour mettre en place, continuer de poursuivre vos engagements et mettre en place des actions concrètes. Donc moi, si je tire le trait de ce que tu disais, je vais un poil plus loin sur la provocation, et je dirais, ce qui ne se mesure pas, en fait, n'existe pas. Ça vient pas de moi, ça vient d'un physicien danois prix Nobel de physique, Niels Bohr. Et j'aime beaucoup utiliser ça, puisque c'est provoquant, puisqu'en fait, c'est pas parce qu'on ne le mesure pas que ça n'existe pas, mais ça veut dire qu'en fait, qu'on ne le comprend pas, et du coup, qu'on ne peut pas s'améliorer. Donc c'est pour ça que nous sommes venus voir Mixity essentiellement, puisque vous le savez, en France, c'est pas ultra évident d'avoir de la donnée sur ces sujets-là. La réglementation est relativement stricte, mais nous venons d'un groupe américain où il y a énormément de données disponibles. Donc nous étions un peu jaloux que nos collègues américains ou d'autres géographies puissent avoir accès à un certain nombre de données qui leur permettaient de piloter davantage ou mieux leurs actions. Et donc, on avait fait un appel d'offres, puisqu'en fait, you don't know what you don't know. Donc, c'est pas parce qu'on est des consultants qu'on est censé tout savoir et tout faire nous-mêmes. Donc, on a voulu chercher de l'aide de gens qui avaient déjà de l'expérience dans le sujet. On a fait un appel d'offres, on a rencontré 4 cabinets, y compris des indépendants. Souvent, c'est des anciens DRH de grands groupes qui créent une activité indépendante pour faire leur deuxième partie de carrière. Ça ne nous a pas convaincus, et donc nous avons bien aimé ton approche, Sandrine, et on s'est dit, allez, on va se lancer, sans être très sûr de ce qu'on allait en tirer. Mais voilà, on a été convaincus par l'approche, on s'est dit, allons-y. Donc on fait l'étude. Bon, nos résultats étaient alors on n'est jamais satisfait si on n'a pas 100, hein, mais on était plutôt satisfait, puisque sur l'empreinte process, on est à 80%, et on y voit notre legacy américaine forte, hein. Nos process sont
fortement influencés par le global. Donc Bain a une culture très locale. Donc les bureaux dans les pays ont une autonomie assez élevée dans la gestion du business, mais dans les process, dans les outils, dans la philosophie, bien entendu, nous suivons tous notre ADN qui vient des États-Unis et en plus de Boston, qui est mieux que celui de Dakota pour ce sujet-là. Donc du coup, sur l'empreinte process, on était à 80, donc on s'est dit OK, il faut qu'on continue sur ces 20 points qui manquent, mais ça ne sera sûrement pas notre priorité. Mais voilà, donc bien. Et sur l'empreinte individuelle, je crois qu'on était à pas loin de 70%, donc à 69%. Donc pareil, un chiffre qui n'est pas trop mal par rapport au bench, nous étions plutôt bien au-dessus de la moyenne, mais voilà, petit décalage d'une dizaine de points par rapport au process. Et donc, voilà, c'est là où on s'est dit, OK, on ne laisse pas de côté les process, mais on va vraiment se concentrer sur cet aspect perception. Ça veut dire que déjà, nos employés ne sont même pas totalement au courant de ce qu'on fait, de ce qui est possible et de ce qui est à leur disposition. Donc ça, c'était la première chose. Et donc, on s'est dit, communiquer. Alors, communiquer, le mail, je ne sais pas combien vous en recevez par jour, mais probablement beaucoup. Et on se rend compte que personne ne les lit. On vient de faire un sondage. En fait, depuis qu'on a fait ce sondage avec Mixity, on le répète tous les ans avec une version un peu différente pour ne pas dire qu'on vous a piqué complètement votre IP. On a fait une version un petit peu plus light que nous menons nous en interne tous les ans. Ma petite blague, bien sûr, c'était fait en accord avec Sandrine. Et donc, en fait, tous les ans, on fait ce petit sondage. On vient de faire celui de cette année. On vient d'avoir les résultats. Et à force de faire des blagues, vous voyez, j'ai perdu mon fil. Mais c'était quoi donc la communication, les mails. Ah oui. Merci. Et donc, une des choses qu'on a fait dans le sondage, et ça c'est un petit peu mon expérience dans le domaine du consumer qui m'y a poussé, c'est qu'on a fait une question de notoriété non aidée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de demander aux gens, est-ce que vous êtes au courant de ça, 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 vous leur demandez, de quoi êtes-vous au courant? Et blanc derrière. Et donc là, on voit qu'est-ce qui leur vient à l'esprit sans être aidé. Donc la notoriété non aidée. Et après ça, on va faire la notoriété aidée. On va dire, bon alors, peu importe ce que tu as répondu, nous on te fait la liste, dis-nous sur quoi tu te souviens. Bah dis donc, sur la notoriété non aidée, alors sur les mails, il n'y a que les mails LGBT qui marchent. Ceux-là marchent, parce qu'ils sont provocants. On les fait un petit peu dans la provocation. Et donc, ils impactent, en bien ou en mal. Hein. Il y a des gens avec qui ça passe pas, mais au moins ils s'en souviennent de ce mail. Mais alors, tous les autres mails a tendance à vouloir expliquer ce qu'on fait, les dispositifs et tout ça, mon Dieu, ça marche pas. Donc là, on a un vrai enjeu de comment on va réussir à embarquer les gens, à qu'ils comprennent ce qu'on fait, etc. C'est pas évident. Les Friday Drinks, les communiqués de bureau et tout ça, la participation, elle dépasse pas 25% des effectifs. Donc répétition, mais aussi trouver la façon d'engager les gens, de ne pas être plat, voilà, d'essayer de les piquer parce que sinon, enfin de les interpeller parce que sinon ça marche pas. Donc, pas premièrement. Deuxième enseignement, c'était sur nos 5 initiatives qu'on fait au bureau, où c'est qu'on peut aller plus loin. Bon, 80 et 70% de score montrent qu'on est déjà assez avancé. Mais donc du coup, on s'est dit, bon, alors les gars là, il va falloir se mettre dans la créativité. Et donc nous sommes venus avec 2 idées qu'on a implémentées, l'une en fin d'année dernière et l'une là cette année, que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est sur les RTT. Alors, les RTT obligatoires, il y en a un certain nombre. Alors oui, chez nous, 90% de notre population sont des cadres. Et donc, ils sont tous au forfait jour. Okay, donc, on a des RTT dont la moitié sont imposés par l'employeur et dont, jusqu'à il n'y a pas longtemps, nous suivions un peu, je crois, la règle qui veut que on essaie de mettre des RTT obligatoires, question qu'il n'y ait plus personne dans les bureaux, comme ça on peut fermer. Et donc il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de frais généraux, etc. Ça permet, bon, on donne des week-ends longs aux employés et ça permet de faire des économies au sein du bureau. Et on s'est dit, on va essayer de renverser cette histoire et on va essayer de donner un sens au RTT. Et en fait, depuis l'an dernier, les employés chez nous ont le droit de choisir 5 options de RTT obligatoires et chacune de ces options est destinée, sans qu'on le dise, mais elle est destinée à une communauté culturelle. Donc il va y avoir des jours de RTT obligatoires qui vont créer des ponts
par rapport à des jours fériés en France qui sont forcément à connotation chrétienne. Mais nous, on a créé des options qui permettent d'avoir un RTT obligatoire le jour des fêtes juives, ou le jour des fêtes musulmanes, ou le jour de fête de 2 autres communautés. Et donc, du coup, ça permet de faire en sorte que des gens puissent vivre leur culture de façon plus, sans se sentir moins dans le je demande une faveur. Parce que bien sûr, après, les gens ont leur RTT personnel. Et donc, ils pourraient très bien demander un RTT le mardi X, qui est le jour de cette fête. Mais ça demande un effort de la part de l'employé d'en faire cette demande, d'aller voir un manager dont il n'est pas certain de comment il va prendre cette demande. Et donc, en instaurant 5 options pour les RTT obligatoires, on évacue tout ça. Donc, l'an dernier, nous avions 15% de la population qui a choisi une option autre que l'option classique. Cette année, on a appris à le faire mieux. La campagne sera le mois prochain. Moi, je suis persuadé que cette année, on aura 30% de la population qui viendra sur ces options autres. Donc, peut-être une idée un peu plus. Alors, à ma connaissance, aucune boîte en France le fait. On avait fait une recherche biblio pour essayer de voir s'il y avait d'autres boîtes qui le faisaient et tout. On n'en a pas trouvé. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des PME quelque part qui ne communiquent pas, mais voilà, une idée. Deuxième idée, pour le coup, nous ne sommes pas les premiers, mais nous sommes les premiers dans notre industrie. On a décidé d'instaurer 3 jours de congés supplémentaires par an à toute personne qui a soit une reconnaissance RQTH, soit qui est aidante. C'est peut-être là où est plus la nouveauté. On a inclus les aidants à cette initiative. Et donc, pour répondre à certaines choses qu'on a pu entendre dans le bureau, qui disent « Ah oui, mais pourquoi on donne un avantage indu à certaines populations et tout ça ?» On leur répond « Ces gens-là passent beaucoup d'heures chez les médecins ou avec des démarches administratives. Ça leur prend du temps. On ne veut pas, pareil, qu'ils se sentent... comme s'ils faisaient quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Être absent du bureau, ça ne se fait pas. Et donc, du coup, on a essayé de dédramatiser, d'ouvrir cette possibilité pour que les gens se sentent mieux chez nous. Parce que, comme je vous le disais au début, chez nous, l'enjeu est essentiellement un enjeu de rétention de nos talents. Donc, voilà une deuxième idée qui, j'espère, pourrait germer un peu plus et qu'on retrouve plus souvent. Et après, une troisième chose, on ne change pas le D&I sans changer le management de la boîte. Ça doit commencer par le haut, tu l'as dit. Et donc, il faut former et éduquer le partner group. Et donc ça, nous l'avons fait avec Mixity. On a mis en place, parce que comme on s'est retrouvé un peu à court de dire, bon, des actions un peu concrètes comme ça, c'est pas évident. Et d'ailleurs, je suis preneur de vos idées. Mais donc, du coup, on s'est dit, on va mettre en place une formation D&I pour les partners, que je crois était presque un cours magistral, sur pourquoi la diversité c'est important. Parce qu'en fait, quand vous dites on va faire une formation D&I, la première chose qu'on entend des gens un peu seniors, c'est « mais on sait que la diversité est importante. Donc tu n'as pas besoin de venir me le dire ». Et quand je demande « et alors, pourquoi c'est important la diversité ?» Là, ça commence à être un tout petit peu plus flou. Et quand on demande « et qu'est-ce que tu fais pour favoriser la diversité ?» Alors là, on a perdu 80% des gens. Et donc, on s'est dit, on va faire une formation là-dessus, sur pourquoi vraiment la diversité. On a sorti les articles d'HBR, on a sorti des expériences clients, on a fait venir des clients. Donc, vraiment pour dire, arrêtez de me dire que la diversité est importante, je veux que vous me disiez pourquoi elle est importante, donc que vous soyez capable de l'intérioriser, et donc, du coup, ensuite, d'avoir un plan d'action perso, pour vous engager là-dedans. Bon, voilà un petit peu nos actions, un petit peu choc, je pense. Juste si je peux revenir sur pourquoi la diversité est importante et à notre session, quand on dit qu'on a communiqué, mais très largement, mais en live et avec cette session de ce qu'on appelait théâtre à la carte, on a voulu vraiment mettre en scène et donc les gens qui étaient dans la salle, les avocats, ne savaient pas que ça allait être une session à la carte. Introduction du managing partner qui dit pour nous aider, on a fait venir un consultant qui va vous parler 2 secondes. Le consultant était bien sûr un acteur. L'acteur, donc le consultant acteur commence à parler et puis est interpellé par quelqu'un dans l'assistance qui est un avocat et qui en fait est un acteur. Et donc le truc se met en route. Et à ce moment-là, dans la première session, malheureusement, on ne l'a pas filmé.
euh, une avocate, mais très senior, mais qui explose, qui dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Bien sûr, on sait que c'est important, patati patata. Mais c'était incroyable. Moi, c'était derrière moi. On avait l'impression, je ne l'avais pas reconnu tout de suite, je pensais que c'était un autre acteur. Et en fait, derrière, je pense que tout le monde s'est rendu compte que, parce que c'était des exemples vécus, parce que c'était que là, l'impact était, voilà, je te montre pourquoi c'est important, parce qu'en fait, tout ce que tu as entendu là, qui te choque, c'est pas un script, ça vient de chez nous. Donc le pourquoi c'est important et ne pas et aller au-delà des mails, et c'est effectivement l'enjeu de la communication, de l'échange, d'un échange ouvert avec qui est effectivement permis par le top, parce que finalement c'est tone from the top, ça donne ça produit beaucoup d'effets, un effet multiplié par l'authenticité, par la sincérité. Moi, j'ai la chance sur ce sujet-là. En fait, on a la chance. Je travaille avec Eric Lasserie, qui est le managing partner du cabinet. On a dans tout ce qu'on fait, je pense, une recherche d'authenticité totale. Moi, je ne ferais rien, et lui non plus, qui serait un discours plaqué ou qui nous oblige. On connaît nos enjeux, enfin, les enjeux clients, des enjeux de rétention, ils sont là, ils sont croissants, mais en fait, c'est naturel. Enfin, c'est naturel. Merci pour ces partages, parce qu'effectivement, sur la notion de, on est tous d'accord, la diversité et l'inclusion, c'est important, mais le cap qu'il faut réussir à passer, c'est pourquoi j'y crois, pourquoi je m'engage et comment je chausse les lunettes de la diversité et l'inclusion au quotidien dans mes activités pour accompagner une transformation profonde qui se fait dans la durée, en fait, et pas simplement, oui, j'y crois, mais après, oh, je tourne la page, j'ai fait une formation, je rentre au bureau et je repars aussi dans mon quotidien, sans vraiment adresser cet enjeu avec conviction et avec vraiment des indicateurs aussi personnels où on se dit si je fais ça, ça va apporter des résultats concrets et une transformation de mon organisation, de toute façon, du management, de l'innovation, de la conception des solutions à venir, etc. Donc c'est ce cap qu'il faut passer en fait, c'est de la conscience à l'appropriation. Et ça, c'est vraiment important. Donc, merci pour ces partages. Yves, concernant Baker McKenzie, vous avez mis en place un comité diversité et inclusion et que je trouve assez intéressant parce que je trouve que justement, il y a aussi l'engagement de la direction générale sur ces sujets avec le fait de mettre à l'agenda et d'engager vos parties prenantes sur ces questions de diversité et inclusion. Donc, je trouve cette démarche très intéressante. Si tu peux nous en dire deux mots et comment ça marche, qui fait partie de ce comité, pourquoi vous l'avez mis en place. Alors, c'est un comité, c'est un board externe. On a voulu en fait faire un comité avec des parties prenantes, enfin, et donc auxquelles contribuent, on a des clients, que ce soit Google, Ardian, L'Oréal, donc des personnalités engagées sur le domaine, dans ce domaine de clients, mais aussi on a une consoeur d'un plus petit cabinet, on a un autre cabinet, un cabinet de conseil, et ce qu'on recherchait, ce qu'on recherche, c'est vraiment, je disais, je crois beaucoup au fait d'échanger, mais aussi d'être challengé. Je veux dire, quand vous avez dans votre comité IND Jean-Claude Legrand, qui est le directeur général ressources humaines de L'Oréal, il vous challenge, quoi. Il vous challenge, mais en même temps, il vous donne plein d'idées, il vous offre son réseau. Droit comme un H, en fait, c'est un peu grâce à lui. D'autres, on a eu. Donc, on est à la fois, ça nous oblige à c'est très vertueux, ça nous oblige à avancer, re- à reporter quelque part nos progrès. Euh, et de l'échange vient, je pense que par exemple, et on a aussi des invités, enfin, Sandrine est venue au moment où on a présenté nos résultats, je pense qu'il y a eu beaucoup d'intérêt autour de la table, on a fait venir Stéphane Baller. On croit beaucoup en fait à ce
à ce que les parties prenantes peuvent nous apporter. Oui, les parties prenantes peuvent nous apporter. Voilà, c'est un peu l'idée du comité externe. D'ailleurs, on s'est posé la question à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'on a besoin d'un comité interne? On n'a pas de comité interne à Paris. Ça se passe au sein de ce comité externe qui se réunit 4 fois par an. Donc c'est vraiment, je pense, faire intervenir. Et c'est comme on a tous le même, on voit bien, on partage les mêmes enjeux. Tout le monde n'est pas au même niveau d'avancement. On s'enrichit et on s'enrichit vraiment, vraiment. C'est dans les discussions. Je prends l'exemple, pour moi, nous Mixity, c'est pas une rencontre, c'est pas un appel d'offres. C'est le fruit d'une rencontre, c'est le fruit d'un échange. C'est le fruit d'un échange entre Amel Meda, qui est notre directrice Bidicom, et Dominique Crochu. Dominique, dans le cadre du groupe pluriel qui a été monté par l'ambassadeur de la Méditerranée. Donc c'est une rencontre, un échange. Amel m'en parle, je dis mais c'est génial parce qu'effectivement toute la difficulté qu'on a en France, c'est de mesurer. Et voilà, on nous amène un outil qui nous permet de mesurer avec une adaptation minimum. Je disais tout à l'heure, adapté à un cabinet d'avocats. La spécificité d'un cabinet d'avocats par rapport à un cabinet de conseil, c'est qu'on a les avocats sont libéraux, donc on a une population mixte, donc il y avait des mots à changer. On ne pouvait pas parler de salariés, on ne pouvait pas parler d'employés. Mais on a passé 2 heures, 1 ou 2 heures pour adapter, et puis c'était tout. Et on a déroulé le questionnaire et c'est passé. Personne n'a fait la moindre remarque, ni sur le wording, ni sur les questions posées. Imaginez, on est dans un contexte, quand on est dans un contexte US, assez anglo-saxon, la firme qui déploierait un questionnaire où on parle d'origine, de couleur de peau ou d'origine ethnique. Mais d'abord, le DRH fait barrage tout de suite parce que les questions sont posées de manière, on ne peut absolument pas le faire. L'approche de Mixity fait que non seulement les gens participent, 2 tiers, mais personne n'est justement offensé de devoir répondre à ces questions. Et je reviens au point, c'est le fruit d'une rencontre entre Dominique et Amel Meda. Et c'est une évidence qui s'est renforcée à la 2e rencontre quand vous êtes venus toutes les deux nous présenter la démarche. Nous, on est venus te voir, non? Oui. Tu vois, c'est une rencontre aussi, puisqu'on a un ami en commun, il s'appelle Google. Voilà. Et on avait fait une petite recherche, parce qu'on avait fait un appel d'offres, mais on ne l'avait pas publié. Donc nous l'avions envoyé, nous, mais bon, c'est... alors, très intéressant, parce que nous, on a une gouvernance très différente. Et donc, cet aspect externe me plaît. On est souvent confronté au problème que les sociétés de conseil, ou en tout cas les entreprises qui fonctionnent sur un mode de partnership, les gouvernances sont tellement particulières que beaucoup de conseils qu'on nous donne de l'extérieur ne s'appliquent pas. En fait, on a envie de le faire, mais on se dit, mais et chez nous, ça ne marche pas, en fait, parce que je n'ai pas un DG tout-puissant. Parce que j'imagine que chez vous, c'est pareil. On a un DG, bien entendu, mais les pouvoirs du DG dans un partner group sont limités. Et donc, en fait, on est beaucoup plus dans la convaincre les gens. Alors que alors je ne minimise pas l'effet qu'il faut convaincre les gens dans toutes les entreprises, mais il y a des canaux qui peuvent être un peu plus hiérarchiques dans certaines entreprises que chez nous on n'a pas. Donc ça m'intéresse de voir comment ça marche, cet apport extérieur, surtout sur l'impact qu'on peut vraiment, comment on le fait direct. Mais donc du coup notre gouvernance elle est plus tournée vers l'interne. Et alors sans vous abasourdir, 3 étages. On a un comité opérationnel où on se retrouve. Alors, donc moi, je suis le responsable d'E&I côté business, puisque je suis un partner dans le business. Je ne fais pas ça tout seul. J'ai un collègue qui m'aide, qui lui est un associé de partner, c'est le grade juste en dessous, et qui est un peu la personne avec qui on fait le tandem tous les deux. Bien. À côté de ça, donc tous les mois, on se fait une réunion avec les 3 fonctions support qui nous aident le plus là-dedans, la RH, la communication, le marketing. C'est ce qu'on appelle le comité opérationnel. Et là, c'est 1 heure par mois ou sur du concret. Voilà. D'ailleurs, dans ce comité, on essaie de s'identifier qu'est-ce qui remonte.
Parce qu'un des chiffres clés que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, qui est important et qui est un KPI qui est devenu pour nous un KPI très important, c'est le pourcentage de gens chez Bain qui ont été témoins ou victimes d'une situation où ils se sont sentis mis à l'écart par rapport à un fait de leur personnalité ou de leur apparence. C'est comme ça qu'on essaie d'englober la diversité. Ce chiffre est à 14% quand on l'a fait. Moi, j'aimerais le voir baisser en dessous de 10. Et donc, on a mis en place, depuis qu'on a commencé à travailler avec Mixity, un certain nombre de canaux, dont des canaux anonymes, alors qu'ils ne marchent pas. Hein. Le canal anonyme ne marche pas, personne n'utilise le canal anonyme. Mais on a mis en place un certain nombre de canaux pour que les choses remontent. On essaie de dire que ce n'est pas de la délation, parce que ce n'est pas ça non plus qu'on veut mettre comme instaurer comme culture. On ne veut pas être dans la délation, mais on veut que les choses remontent. Si les gens ne veulent pas dire qui, au moins quoi, pour qu'on sache comment agir. Et donc dans ce comité, on va revoir ces remontées et on va être très dans le concret de qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger ça ou arranger ci, et on va traiter de la politique globale d'E&I du bureau. Après, moi, tous les mois aussi, j'anime un meeting avec les responsables de chacun des 5 initiatives dont je vous ai parlé. Donc ces 5 initiatives sont leadées par quelqu'un du business, donc par un consultant, enfin généralement par un senior manager, d'accord, qui va faire une espèce d'appel à candidature à des consultants qui vont vouloir venir travailler avec lui ou elle sur le sujet. Et ils vont se réunir régulièrement. Par exemple, c'est l'initiative diversité culturelle qui est venue avec l'idée des RTT. Et donc, là-dedans, ils vont réfléchir à ce qu'il faut faire, à ce qu'ils peuvent pousser. Et moi, je rencontre les responsables de ces initiatives tous les mois. Mon rôle étant de les challenger, de les pousser. Parce qu'en fait, on est timide. On est timide. Et surtout, les femmes, mes amis, il faut être plus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, surtout chez les jeunes, on voit apparaître cette notion que les jeunes femmes refusent d'être traitées comme une diversité minoritaire. Ce que je comprends parfaitement. Vous êtes en plus majoritaire dans la population, 51%, je crois. Et donc on dit, attends, on n'est pas minoritaire. Mais ce que j'essaie de leur expliquer, c'est 2 choses. La première, c'est que, sincèrement, entre nous, on n'en a rien à... Hein, que vous soyez majoritaire dans la population, ce qui compte, c'est ce que vous êtes chez nous. Et chez nous, vous êtes encore pas à 50%. Donc, c'est une minorité de facto. Donc, il va falloir se bouger. Et deuxièmement, les jeunes femmes, quand elles arrivent dans le monde de l'entreprise, elles ne sont peut-être pas encore suffisamment conscientes des barrières qu'elles vont avoir quelques années plus tard, notamment et encore lors de la parentalité. Et donc, j'ai un vrai enjeu de remobiliser les femmes ou les personnes de genre féminin autour de qu'est-ce qu'on fait pour améliorer votre inclusion et le fait que vous vous sentiez bien et le fait que vous ne partirez pas de Bain à cause du fait qu'il s'est produit quelque chose. Alors la chose qu'elles disent beaucoup, c'est les blagues sexistes. Et donc là, on est venu vraiment très fort là-dessus et on a fait une campagne de tolérance zéro sur les blagues sexistes. Ça doit être terminé. On a fait un petit peu de littérature search. Hein. Au Conseil de l'égalité en France, rapport 2020, 15% des femmes rigolent à des blagues sexistes, assez logique, mais combien d'hommes vous croyez qui rigolent aux blagues sexistes, tiens, pour essayer de nous rendre plus vivants? Quel pourcentage d'hommes rigolent aux blagues sexistes? 30 selon ce rapport. Alors, je partage le constat. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous faites de la blague sexiste et on se sent obligé de rigoler. Mais quand vous demandez aux gens dans leur fort intérieur, est-ce qu'une blague sexiste fait rire? Alors, mettons qu'ils ont été aussi safe en répondant à ce sondage, d'accord? Mais ça veut dire que ce n'est pas 80%. Finalement, c'est que 30% des hommes, allez, entre nous, un peu plus, ok, mais ce n'est pas 80% des hommes qui rigolent. Donc on a dit, c'est terminé, ça ne fait rigoler personne en fait, donc c'est terminé. Et donc, donc les jeunes nous disent, oui, mais si c'est le partner ou le senior manager ou l'AP qui fait la blague, on est bien obligé de rire. Bah non. Je ne te dis pas que tu lui dises que tu lui flanques raclé devant tout le monde, tu peux te sentir peut-être mal. Au moins, ne rigolez pas. Au moins. D'accord? Donc, tout ça pour dire, dans ces initiatives, c'est là où ça se cuit, c'est là où ça se fait.
Et mon rôle, c'est vraiment de leur dire, mais soyez bold. Soyez bold. Donc, lâchez-vous. Faites en sorte que des fois, je dois vous dire non. Mais que ce ne soit pas moi tout le temps qui dois vous dire oui, allez plus. Je pense c'est dans les équipes que ça doit se passer et il faut vraiment les encourager à parler, à être créatifs, à être inventifs. On voit de plus en plus de sociétés communiquer sur ce qu'ils font en D&I et ça devient parfois un tout petit peu plat. Il faut qu'on arrive à se réinventer dans la communauté de D&I et trouver de vraies choses nouvelles à faire. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est le mot de la fin de cette session. Une question dans la salle. Alma, tu t'ennuies de... Merci beaucoup pour votre partage. Je vous pardonne si je ne parle pas très bien français, et si vous ne comprenez pas, pas de souci. En fait, j'ai une petite question parce que vous avez parlé beaucoup de stratégie top-down, mais moi, je viens de rejoindre l'équipe, je suis jeune. Après, au travail, à plusieurs occasions, je suis un peu mal à l'aise. Par exemple, quand je travaille, je ne parle pas. Après, une collègue qui m'a dit oui, tu es vraiment chinoise, tu es très chinoise. Parfois, quand je suis à l'école, il y a quand elle m'a dit oui, tu as eu le job parce que tu es une femme. Voilà, après, parfois, ils ont dit oui, au travail, ils ont dit oui, ah oui, tu es bisexuel, ok, c'est bizarre, ben, c'est drôle. Après, à cette occasion, je ne sais pas comment je peux faire. Du coup, c'est peut-être une question comment je peux faire comme une salariée, ben, un manager, mais en même temps, est-ce que je dois le dire, oui, arrête, c'est pas drôle, mais avant, je rien fait. Peut-être c'est plutôt une question pour Laurent, parce qu'on travaille dans HSBC. Bon. Après, du coup, c'est ma question, comment je peux faire comme une salariée normale, normale. Voilà. Bah déjà, merci. Alors, c'est un sujet qu'on a aussi chez nous. Les gens qui viennent d'autres bureaux, chez Bain, on a des systèmes probablement pareils, enfin partout. Il y a des systèmes de mobilité qui fait que les gens peuvent venir dans notre bureau pour une durée. Et les gens qui viennent d'autres bureaux nous disent qu'il y a un problème d'inclusion sérieux. Et parce qu'en fait, et c'est sûrement culturel, parce qu'en France, on a tendance à... alors on commence à parler en anglais dès qu'on voit quelqu'un qui vient de l'étranger, mais alors au bout de 5 minutes, on est tous en train de parler français. Et la personne se retrouve à l'écart. Dans d'autres bureaux, Madrid, Italie, au moment de sortir du bureau, les gens font le tour des trucs en disant qui va prendre une bière avec nous. En France, ça arrive un petit peu moins. On est plutôt plus tendance à rentrer chez soi. Et donc les gens qui viennent d'autres bureaux se retrouvent un petit peu seuls. Donc, alors, premièrement, vous n'êtes pas seul du tout. Ça arrive bien plus souvent que vous ne pouvez, je pense, le croire. Et c'est pas bien. Deuxièmement, c'est trop vous demander que ce soit vous qui réagissiez à ces commentaires. Et c'est pour ça qu'il y a une politique D&I. C'est parce que ça doit être les autres qui doivent réagir à ça. Vous, vous êtes juge et partie. Et ça vous fait vous mettre dans un aspect c'est une agression très forte, en fait, de vous obliger à vous défendre. D'accord? Donc, je ne pense pas que vous devriez vous sentir obligé de vous défendre. C'est la politique de l'entreprise qui doit créer l'environnement pour que ce soit la personne à côté de vous qui vienne vous défendre. Sur le fait ou plus tard. Parfois, il ne faut pas le faire sur le fait, sur le moment, parce que la personne en face va pouvoir être peut-être dans le défensif et va pouvoir vous dire « Mais non, mais tu sais bien que c'est une blague ». Et là, en plus, on vous refuse le statut de victime, ce qui est encore pire. Donc là, la prochaine fois, c'est sûr que vous n'allez rien dire. Parce que, donc, il faut créer dans l'entreprise, c'est pour ça qu'il y a ce côté top-down, il faut créer dans l'entreprise l'environnement, la politique, les mécanismes pour que ce soit les autres, en fait, qui viennent parler pour vous, et pas vous. Ça, c'est ce que j'ai dû faire moi il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est fini. Il ne faut plus que ce soit vous qui preniez votre propre défense. Ce n'est pas le plus efficace. Ça doit venir de vos collaborateurs. Donc parlez-en de ce que vous ressentez.
dans des environnements où vous êtes plus safe. Parlez-en, n'hésitez pas. Et mon dernier truc, j'ai une collaboratrice en ce moment chez nous qui a un handicap non visible. Enfin, un petit peu visible, mais en tout cas, pas trop. Et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien parce que cet handicap entraîne une difficulté à faire le travail. En fait, elle a besoin de plus de temps pour faire les choses. Et comme on est dans un métier qui pulse beaucoup, ça va tout le temps très vite et tout ça, ça lui génère un vrai handicap dans son travail. Et donc, elle a eu un premier retour de performance pas bon. Et là, elle s'est dit, discrimination. Et donc, elle est venue me voir. Et la première chose que je lui ai dite, j'ai dit, mais X, si on ne le sait pas, si les gens avec qui tu travailles ne le savent pas, mais comment veux-tu qu'ils s'adaptent à toi aussi? Donc, je l'ai vraiment encouragé à partager en début de mission, à la cafette, des choses. Alors oui, c'est un peu personnel et pourquoi devrait-elle être obligée de le faire? C'est vrai, pourquoi? Mais le fait, c'est que ça génère une situation de fait qui ne va pas. Donc, essayons de la rompre et si c'est en partageant un petit peu plus, faisons-le. Donc peut-être qu'il ne faut pas dire ces choses au moment où vous êtes dans la situation difficile, mais dans le moment où vous êtes dans une situation facile, parce que j'espère aussi qu'il y en a des situations faciles, et c'est là peut-être qu'il faut le partager, peut-être sur le ton, avec un petit peu avec de l'humour, peut-être, hein, si c'est votre style, c'est le mien, comme vous avez constaté, peut-être d'une autre façon. Mais ce qu'il faut, c'est que les gens soient conscients que vous êtes là, que soient conscients de certaines de vos limites, qui apportent aussi des avantages. D'accord? Et peut-être que c'est comme ça que vous allez réussir à créer vous aussi un environnement autour de vous qui soit plus propice et meilleur pour vous. Je partage complètement tout ce que tu dis. Et dans les formations et les accompagnements qu'on fait, on a beaucoup cette question, ces témoignages qui reviennent déjà. C'est vraiment très très fréquent. Et puis cette question de comment effectivement on réagit, comment euh, on ne reste pas sans démontrer aussi qu'il y a un ressenti qui n'est pas forcément positif. Et donc, pour rejoindre Manel, évidemment, on demande plutôt aux personnes qui sont présentes de partager aussi. Et je comprends et je partage complètement cette notion de c'est pas encore à soi aussi. On porte déjà beaucoup de choses quand on est d'une diversité ou de plusieurs diversités visibles, notamment. Ce sujet-là, on le vit régulièrement. Hein, c'est pas quelque chose qui vient une fois, mais c'est assez fréquent, donc c'est dur et de toujours réagir, c'est difficile. Mais pour les personnes qui sont autour et qui entendent ce genre de propos, de pouvoir questionner en fait et d'être essayer de comprendre et de poser la question de pourquoi tu dis ça, pourquoi tu as cette phrase-là, et la personne se trouve très vite à réaliser, à conscientiser qu'effectivement, elle a peut-être dit quelque chose qui pouvait être perçu comme une agression, une micro-agression, quelque chose de pas confortable dans le partage. Donc, c'est aussi intéressant de permettre à chacun de réaliser, parce que souvent, la discrimination n'est pas volontaire, elle est involontaire. Mais c'est aussi prendre conscience soi-même, et prendre conscience, quand on commence à questionner un petit peu, ben, on réalise un peu soi-même que oui, effectivement, on n'aurait peut-être pas dû dire ça. Je sais pas si Yves, tu veux dire un dernier mot. Je pense que vous avez dit beaucoup, en fait. Hein, et je rejoins, rebondir sur le début, où vous parliez du top-down, et quand Manel disait en parler et commencer par en parler dans des groupes où vous vous sentez à l'aise. Et nous, là-dessus, pareil, c'est encore, je disais tout à l'heure, mais on n'avait pas de groupe LGBT jusqu'à il y a 3 mois. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça répond à ça en fait. Au départ, ça répond aussi à ça, faire en sorte que les membres de la communauté puissent parler librement, échanger, porter des sujets, les porter au-delà de la communauté pour faire progresser les choses. Et nous, ça commence de la manière suivante. Encore une fois, cette communauté, elle est représentée au cabinet depuis, mais on considérait que on en entendait tellement parler au niveau de la firme. On ne voulait pas en faire plus, et puis la culture, d'ailleurs, même au sein de l'association, était de dire, mais nous, on n'a pas besoin d'afficher tout ça. Ok. Éric Lasserie reçoit au mois de juin une invitation à une réunion de l'Association française des avocats LGBT.
il dit, il dit, mais je ne vais pas y aller seul. J'envoie un mail. Il envoie un mail à l'ensemble du cabinet. Il dit, qui veut venir avec moi? 6 personnes. Donc, ils y vont à 7. Et 8. Ils y vont à 8. Et donc, ils vont à cette réunion. C'était une première. Et ils reviennent de la réunion et on se dit, mais on était 8. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? 3 semaines après, on se retrouve à 10 autour d'une table et on dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Et les avocats et les salariés qui étaient là, qui l'avaient accompagné, disent, nous, en fait, ce qu'on propose, on pourrait mener telle et telle action. On pense que on pourrait commencer à réfléchir sur faire un groupe sur le congé, un congé GPA. On pourrait aussi développer la sensibilité par des conférences. Et moi, j'étais autour de la table et j'étais pas à la première réunion, j'étais à la deuxième. Ça a complètement changé mon point de vue. Et il y avait des actions, et on se dit, mais la prochaine réunion, c'est quoi? On dit, la prochaine réunion, c'est, vous allez expliquer, on va expliquer ce que vous voulez faire, et on va inviter tout le monde. Et puis on va le faire de manière conviviale, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ce soit un horaire bien placé, et puis derrière on prendra un pot, et on se retrouve à, donc un mois après, 50 personnes. Donc c'est 50 personnes qui viennent, le groupe s'appelle Baker Plus et Allies, qui viennent écouter. Et en fait tout ça, ça participe à, j'existe, je suis fier, j'échange, je partage la parole. Parce que quel que soit, c'est pour tout, en fait, ça passe par, alors, il y a la perception, mais la perception, parfois, c'est difficile de percevoir s'il n'y a pas un témoignage, ou s'il n'y a pas parfois quelqu'un qui a témoigné et qui donne le courage qui vous donne le courage de témoigner aussi et de dire, d'affirmer. Et donc là, moi, alors pour le coup, j'ai complètement changé. J'étais plutôt, depuis 3 mois, j'étais plutôt vraiment dans la veine de se dire, non, finalement, c'est safe space, machin. Et ça revient aussi aux plus jeunes. C'est-à-dire qu'en discutant, et c'est venu d'une discussion d'ailleurs avec un des avocats, j'ai dit, mais je parlais de moi, pas ma réticence, parce que c'est pas une réticence, mais d'avant. Et il me dit, oui, mais en fait, c'est aussi générationnel. C'est peut-être que les plus jeunes vivent les choses très différemment. Ils ont plus besoin de cette communauté. Et on comprend que plus besoin de cette communauté, c'est pas juste pour être en communauté, c'est aussi pour permettre des espaces d'expression où vous vous sentez, on se sent plus libre, on partage, et quand on se sent plus libre et qu'on se sent aussi épaulé, et qu'on se sent épaulé y compris par les allies, en fait, en l'occurrence, et derrière, on parle, et on affiche, et on affirme, et on progresse. En fait, voilà. Merci, je pense que ça va être le mot de la fin. Merci à vous pour ces échanges. Merci pour ces partages authentiques et très illustrés, imagés. C'était important aussi d'avoir des éléments concrets pour pouvoir parler de ces sujets. Merci à vous et puis à bientôt pour nos prochains échanges.